Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 382e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinéen, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies d'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinéen, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 382e de la série, nous avons retenu pour thème exercice fiscal 2018-2019, quelles perspectives économiques? Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir un habitué de l'émission. D'ailleurs, il était au seuil de l'année 2018 invité à l'émission pour formuler des vœux pour Haïti. C'est un professionnel qui, je dirais, fait partie du corps des consultants nationaux bénévoles. C'est-à-dire quelqu'un qui partage le fruit de ses connaissances, de ses recherches avec le grand public. Eh bien, professeur, homme politique, pourquoi pas? Je veux citer l'agronome Jean-André Victor. Chers compatriotes, bienvenue chez vous. Et bonjour Maître Payan, bonjour tous les téléspectateurs de la télé. Et c'est toujours avec un plaisir accru que je réponds à ce genre d'invitation. Et merci encore et bonjour à tous les téléspectateurs. Et maintenant, après avoir entendu l'introduction, je pense que on va entrer pratiquement on va faire des considérations sur l'exercice à venir, et de manière en ayant en arrière-plan l'année qui vient ou qui va s'écouler pratiquement. Tout à fait. Et si on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre des comptables reçoit l'inscription en son local pour accueillir de nouveaux membres, ceux de 9h à 14 PM. Il y a aussi une activité spéciale, à savoir l'IAIT, Institut des auditeurs internes d'Haïti, qui organise du
du 11 au 16 novembre, la semaine de l'audit, la 7e édition. Édition qui a pour thème la corruption, blanchiment des avoirs, financement du terrorisme, en quoi les auditeurs sont-ils concernés? C'est un thème opportun, donc vous êtes invités à vous renseigner sur le site de l'IA Haïti pour de plus d'informations. L'IA également organise des cours, un cours de coaching pour la certification CIA, c'est-à-dire Certified Information Auditor. Donc, encore une fois, c'est une activité qui mérite l'attention de tous ceux qui voudraient faire partie, s'informer, s'informer sur l'audit interne. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques éléments d'information. Il y a un nouveau, je dirais, niveau de salaire minimum. Le plus élevé est de 500 gourdes. Il y a 500 gourdes de salaire minimum, ensuite il y a 400, 350 et 215 gourdes. Cela voudrait dire automatiquement qu'il faut revoir le barème d'imposition vu que ce salaire minimum rentre en vigueur dès le 1er octobre 2018. Or, aujourd'hui, le barème d'imposition prévoit que jusqu'à 60 000 gourdes, le taux d'imposition est de 0%. Donc, encore une fois, il y a urgence pour effectivement prévoir un nouveau barème d'imposition dans le nouveau budget de l'exercice 2018-2019. Le thème de mission du jour, exercice fiscal 2018-2019, quelles perspectives économiques pour Haïti? La situation est la suivante. On a un budget rectificatif 2017-2018 qui est en application en l'absence du vote du budget 2018-2019. Il est prévu un nouveau budget puisqu'il y a un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, tout le monde en parle, c'est les pertes de recettes en provenance de la contrebande. Nous avons 386 km de frontières, il y a 4 points de passage officiels et 52 autres informels ou de fait. Donc, le problème est là, le constat est là, il faut une solution. En plus de ça, nous avons 84 000 fonctionnaires et contractuels de l'État et aussi des opérateurs, des contribuables du secteur privé. Et on peut avancer, on peut dire qu'on n'a pas atteint dans ce pays plus de 50 000 déclarations définitives d'impôts. Les entreprises publiques à caractère autonome, financier, commercial, n'ont pas rempli cette obligation, à savoir le dépôt de leurs états financiers audités à la Direction générale des impôts de façon à payer leurs dû à l'État. Ce constat est là. Donc, on attend un nouveau budget. Dans un contexte, je dirais, particulier, où les 6 et 7 juillet, il y a eu des événements, je dirais, spéciaux qui ont marqué profondément l'économie de ce pays. C'est à ce titre-là que nous considérons comme opportun le fait d'avoir comme deuxième invité à cet exercice fiscal. Le premier invité, c'était le sénateur Dumont. Notre second invité, qui est un homme politique, l'agronome Jean de Victor. L'agronome Jean de Victor, pour commencer l'émission, puisque vous étiez là avec nous en janvier 2018, formuler des souhaits, eh bien, nous allons faire un extrait de ce que vous avez à dire au début de l'année 2018. Suivez, chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. Aujourd'hui, si on parle de l'année dernière, c'est comme si on est en train de pratiquer maintenant un auto-isolement.
Ça veut dire c'est nous qui nous isolons nous-mêmes. OK? Pourquoi on peut dire ça? Si on regarde tout ce qui s'est passé, à la Deuxième Guerre mondiale, d'autant que c'est actuel, et on a été un allié des Américains. Très bien. Ça veut dire qu'on était du côté des gagnants. Ça veut dire qu'on a gagné la guerre avec les Américains. Maintenant, tous ceux qui ont gagné la guerre ont profité de la victoire et Haïti n'a rien profité de cette victoire-là. OK. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'a pas anticipé suffisamment, on n'a pas eu de stratégie pour faire face à ça. Et ça va se poser de la même façon pour les années d'après. Par exemple, si je me réfère à l'année dernière, actuellement, on connaît une situation au niveau international où Haïti est en relation étroite avec ce qu'on appelle entre guillemets les pays amis. Et à ce moment-là, il y a des efforts qui ont été faits pour approcher ce qu'on appelle les pays du Sud, ce qui est une bonne chose. Mais on n'a pas vu d'efforts jusqu'à présent pour approcher le reste du monde. Ça veut dire, je parle de l'Afrique, je parle de l'Asie. En parlant de l'Asie, je parle de la Grande Chine. En parlant de l'Afrique, je parle des grands pays africains, de l'OUA et des pays d'où nous sommes venus également. Tout à fait. Donc, il n'y a pas de relation systématique, il n'y a pas de stratégie fondée sur ça, ni non plus, on n'a pas de stratégie fondée sur les contradictions au sein de la communauté internationale. Donc, vous avez bien suivi comment l'invité du jour, Mme Jean Libitor, sous l'angle de géopolitique, avait fait remarquer en janvier 2018 que Haïti était en train de pratiquer l'auto-isolement. Donc, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? On ne sait pas. Donc, puisque nous sommes au seuil de nouvel exercice fiscal, eh bien, sous l'angle de la géopolitique, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on peut espérer avoir du point de vue économique à partir d'un nouveau budget pour cet exercice qui vient de démarrer? Très bien. D'après moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Dans ce domaine, évidemment. Ce qui est arrivé, c'est que, si je me rappelle bien, en janvier 2018, l'idée c'était qu'on ne peut pas continuer à vivre dans l'isolement total, mais dans l'isolement plutôt apparent, étant donné qu'on a intégré la communauté internationale à travers quantité d'institutions qui existent, et dont Haïti également est membre à part entière. Maintenant, ce qui se passe, la question qui se pose, est-ce qu'on a profité réellement de cette intégration au sein de la communauté internationale? Deuxième question, par rapport à ce qui avait été dit, étant donné que quand on regarde la politique extérieure d'Haïti, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture sur l'Afrique, sur l'Asie, comme on a dit. Et je crois même avoir cité à l'époque la question relative aux relations avec la Chine continentale. Tout à fait. Aujourd'hui, le problème est actuel. Ça veut dire qu'on parle de choisir entre Taïwan et la Chine continentale. Et beaucoup de questions se posent. Ça veut dire que la nation doit se réveiller pour comprendre qu'on est à un carrefour et qu'on ne peut pas continuer à traîner des budgets de l'ordre de 2 milliards de dollars chaque année. Et avec des budgets pareils, on ne peut pas et on ne pourra jamais vaincre la pauvreté dans ce pays. Très bien. Jamais. Donc, ça veut dire concrètement
il faut une nouvelle politique en matière de financement et au niveau international. Où aller chercher l'argent, où trouver l'argent, comment trouver l'argent et comment en profiter. Donc ça pose évidemment la question de Petro-Caribé, évidemment, et la question de CIRH. On avait trouvé des fonds. La question est, qu'est-ce qu'on a fait de ces fonds? Pas grand-chose. Maintenant, s'il faut négocier des accords adultes pour trouver des fonds capables de relancer la croissance économique dans ce pays et vaincre la pauvreté, créer du travail, des emplois pour tout le monde et faire en sorte que la couverture des besoins essentiels de la population soit satisfaite. Donc créer la richesse. Créer la richesse, pour le faire maintenant, il faut des conditions. Ça veut dire qu'il faut éviter que ce qui s'est passé avec CIRH ne va pas se répéter, éviter que ce qui s'est passé avec Petro-Caribé ne va pas se répéter. Ça veut dire qu'on ne peut pas introduire de l'argent frais à l'intérieur du même système pour espérer avoir des résultats différents si on n'a pas changé de système. Donc il faut la réforme des finances publiques, la réforme de l'État. Définitivement. Et définitivement, actuellement, on a un État. Il n'est pas capable d'acte de naissance, il n'est pas capable au signe, il n'est pas capable au passeport, il n'est pas capable au titre de propriété inattaquable. Donc, tout ce qui permet d'identifier le citoyen, d'identifier ses biens, l'État ne peut pas délivrer de tels services. Ça veut dire que l'État ne fonctionne pas, il est en dysfonctionnement total. Maintenant, on ne peut pas espérer non plus, avec une administration qui ne fonctionne pas, un État en dysfonctionnement total, espérer faire des miracles et augmenter le taux de croissance économique. Ce n'est pas possible. Et maintenant, regardez ce qui nous est arrivé. Si maintenant, actuellement, je crois que la prévision pour l'exercice 2017-2018, c'est moins de 2%, comme taux de croissance économique. Oui. OK? Il y a des gens qui se demandent même est-ce qu'on va atteindre le 1,8% du CEPAL. OK? Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas d'évaluation de ce qui s'est passé avant, les 2 années avant, pourquoi on a eu des taux de croissance si bas, qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué économiquement, même si dans la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre, on prévoit d'avoir des taux de croissance de 4% là, et ce sera très difficile d'atteindre ce taux, étant donné qu'on n'a pas de stratégie correspondante. Donc ça veut dire qu'il faut une évaluation très sérieuse de ce qui s'est passé avant, pourquoi on est bloqué, et maintenant développer une stratégie et formuler de nouvelles politiques publiques de manière à enclencher pratiquement le processus du développement national. Maintenant, pour cet exercice, on a beaucoup de défis et on a 2 opportunités qu'on peut noter. Les opportunités, c'est quoi? On a noté, par exemple, une augmentation dans les recettes de l'État. Je pense que c'est une opportunité. Maintenant, si les recettes augmentent et que dans le nouveau budget, le surplus d'argent est affecté à des dépenses de consommation, c'est comme si elles n'avaient pas augmenté. Ça veut dire, c'est pratiquement ce qu'on fait, c'est gaspiller de l'argent. Ça veut dire l'augmentation des recettes devrait pouvoir provoquer un début de croissance économique et pour cela, les fonds doivent être, les crédits budgétaires doivent être affectés à des dépenses productives. Tout à fait. Mais alors, il y a un mais. Les recettes ont certes augmenté, mais il y a aussi la dévaluation de la gourde. Et définitivement. Et notre système fiscal repose sur l'impôt sur la dépense, sur la consommation. Donc, aujourd'hui, on est sur environ 72 gourdes. Donc, ça veut dire l'État, certes, peut avoir plus d'argent, mais l'État, comme tout agent économique, doit aussi
dépenser à partir de la tendance du marché. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière à rendre l'État plus, je dirais, plus performant, plus efficace dans le court terme? Ça veut dire qu'il y a deux grands défis à relever. L'autre opportunité, c'est la dernière circulaire de la BRH. Certaines personnes pensent que finalement, c'est arrivé, ça veut dire on commence à comprendre qu'il faut adopter des politiques cohérentes pour lancer la production nationale. Et la dernière circulaire concerne le crédit agricole en particulier. Très bien. OK. Maintenant, tout de suite, ce qu'on a noté, si c'est une bonne idée de fixer des taux pour donner l'argent aux banques commerciales et fixer des taux pour que les banques commerciales redistribuent les fonds aux producteurs, à ce moment-là, il reste tout un mécanisme à mettre en place pour que ce soit effectif d'une part et pour que ce soit rentable d'autre part. Donc cette deuxième partie, est-ce que c'est la BRH qui doit le faire ou bien est-ce que ce sont les ministères sectoriels qui doivent le faire? Donc on pense que dans ce cas-là, ce serait tellement simple si on avait une banque spécialisée en crédit agricole qui pourrait absorber de tels crédits et faire en sorte que ces crédits arrivent à destination le plus rapidement possible. Parce que des fois, ce qu'on a constaté bien souvent, il y a surliquidité au niveau des institutions financières et l'argent n'arrive pas aux producteurs, notamment les producteurs agricoles. Et si maintenant, il n'y a pas de changement au niveau de la politique, si les choses restent comme elles étaient avant, ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit fait pour diminuer les risques au niveau sectoriel, au niveau du producteur. Et à ce moment-là, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ça veut dire que l'argent sera là, mais les producteurs n'auront pas accès nécessairement à ces fonds rendus disponibles par la BRH. Donc il y a un problème de ce côté à résoudre pour faire en sorte que les fonds arrivent au ras du sol pratiquement et jusqu'aux producteurs. Une première question. Une deuxième question, c'est que quand on regarde la situation globale maintenant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'aggravation pratiquement dans la situation générale, en ce sens que la pauvreté de masse, elle a augmenté. Okay? La dégradation de l'environnement a augmenté également. Les inégalités sociales sont amplifiées, de telle sorte que toutes les conditions objectives qui expliquaient avant le peu de croissance économique enregistrée, toutes ces conditions demeurent et la plupart d'entre elles sont en train de s'aggraver. Ça veut dire, là encore, il y a des ajustements à faire et s'ils ne sont pas faits, c'est impossible, même avec les meilleures volontés du monde, d'arriver aux objectifs souhaités. Donc, il y a, à mon humble avis, nécessité de poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, ça veut dire pourquoi le crédit n'arrive-t-il pas aux producteurs. Deuxièmement, si ce crédit est disponible théoriquement sur le papier, quel mécanisme mettre en œuvre pour que le producteur puisse avoir accès aux fonds disponibles. Très bien. Alors, puisqu'on a une question d'importance, à savoir le financement cito-agricole, secteur porteur d'opportunités, créateur de richesses, qui mobilise une bonne partie aussi de la main-d'œuvre, eh bien, on prend une pause, on vous revient.
Chers spectatrices, spectateurs et internautes, vous suivez la 382e édition de la série Au Point Magazine. Édition qui a pour thème l'exercice fiscal 2018-2019, quelle perspective économique pour Haïti. Notre invité, l'agronome Jean de Victor. Avant la pause, l'agronome Jean de Victor vous a expliqué très clairement que nous avons deux grands défis et deux grandes opportunités. La première opportunité qu'il a mentionnée, c'est l'augmentation des recettes. Et encore une fois, le constat qu'il a fait, c'est que l'augmentation des recettes fiscales, c'était accompagné de la réforme des finances publiques. Sinon, ça ne servirait à rien. Et comme autre opportunité qu'il a mentionné, c'est le fait d'avoir un mode de financement orienté vers le secteur agricole. Mais en introduisant cette émission, il a mentionné un point capital, à savoir que le niveau de nos ressources, à savoir un budget de 2 milliards de dollars, est nettement insuffisant pour financer le développement, pour ne pas dire lutter contre la pauvreté. Et puisque, avant la pause, il a parlé de cette opportunité, à savoir le financement de l'agriculture, selon vous, l'agronome Victor, ne serait-il pas opportun que l'exploitant agricole, que son statut soit défini? Définitivement. Définitivement. Cela fait 30 ans depuis qu'on dénonce cette situation, qu'on ne peut pas développer l'agriculture et sans toucher aux conditions de l'agriculteur lui-même. Ça veut dire, d'abord, ce qui est en cause, c'est l'homme, c'est l'exploitant agricole. Beaucoup de gens pensent qu'il faut introduire des machines et la chose va rouler toute seule et l'agriculture va progresser. C'est totalement faux. Il faut agir sur l'agriculteur. Et l'agriculteur, si on commence par le commencement, il faut donner un statut à la profession agricole. Finalement, à un moment donné, il semble que le ministère de l'Agriculture l'avait compris puisqu'il y avait des démarches en ce sens pour donner un statut à l'agriculteur, des consultations, des études, du financement international, toutes sortes d'histoires. Mais ça n'a pas abouti. À un autre moment, on parlait même de donner des avantages en matière de sécurité sociale à l'agriculteur. Vous savez que c'est un exclu historique, l'agriculteur. Il n'a pas accès à un salaire minimum réel. Il ne jouit pas de bénéfices sociaux. Dès qu'il commence à prendre de l'âge, il est condamné à mourir dans la pauvreté s'il n'y a pas d'enfants qui le prennent en charge. Donc pratiquement, c'est quelqu'un qui est condamné quand on choisit cette profession dans l'état actuel des choses. On a fait des enquêtes qui ont révélé que l'agriculteur, vous posez la question, il vous dit, écoutez monsieur, moi je ne souhaiterais pas que mon fils soit agriculteur. 95% des réponses. Donc ça veut dire qu'ils ont conscience de la situation. Maintenant, si vous avez une situation pareille et que le choix c'est d'investir dans l'agriculture sans tenir compte de l'agriculteur, ça va échouer. Ça va échouer. Donc, non seulement il faut donner un statut à l'agriculteur, il faut résoudre le problème foncier, il faut résoudre le problème de dégradation de l'environnement parce que un exploitant agricole ne peut pas, à lui tout seul, donner des réponses satisfaisantes à ce genre de problème global. Il ne peut pas. Et c'est des problèmes qui concernent, si vous parlez par exemple de l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'un agriculteur isolé peut faire? Rien. Ça veut dire que ce sont des problèmes d'État. Et à ce moment-là, si l'environnement institutionnel n'est pas favorable pour le développement de l'agriculture, c'est impossible avec les meilleures volontés du monde de faire avancer l'agriculture. Donc, ça veut dire que dans ce domaine, il faut innover. Il faut innover. Les gens créent dans les ministères des directions ou des services qui
prennent en charge l'innovation. Mais on ne voit jamais l'innovation venir. Ça veut dire, ça ne suffit pas de créer une direction pour l'innovation et s'attendre à ce que l'innovation va arriver toute seule. Ce n'est pas possible. Donc là encore, il faut stimuler, il faut encourager, il faut créer des conditions pour que l'innovation puisse émerger, se développer. Et c'est ça notre drame. Vous regardez ce qui se passe dans l'administration publique et on se rend compte qu'on crée des choses utiles, mais qui ne sont pas nécessairement productives directement. Par exemple, vous avez une institution comme le CNSA. Ça fait du bon travail, mais le CNSA ne peut pas créer la richesse. Très bien. Vous avez l'OMRH, et Management des ressources humaines. Ça fait du bon travail, mais ça ne peut pas créer la richesse. Vous mettez en place des commissions de travail, en veux-tu, en voilà. Ça peut réfléchir, faire des observations, faire des réflexions et donner des recommandations, mais ça ne peut pas créer du travail. Ça veut dire, si vous voulez créer la richesse, dans un pays en crise, il faut prendre le taureau par les cornes. Ça veut dire faire ce qu'on a toujours dit. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, actuellement, on regarde l'espace agricole, il y a environ 200 000 hectares de terre en jachère qui ne travaillent pas ou qui sont sous-utilisés pratiquement là. Il faut les mettre en culture rapidement et prendre des dispositions concrètes pour le faire. Non pas à travers des commissions qui restent en bureau, mais à travers des équipes de travail sur le terrain. Ça veut dire c'est des choses concrètes comme ça. Vous avez une situation où vous n'avez pas suffisamment de protéines animales pour la population. On a une île, M. Parent. Ça veut dire on a la mer presque de tous les côtés. Et à ce moment-là, l'idée c'est de développer la pêche. Mais la pêche ne se développe pas malgré l'aide cubaine, malgré les experts qui défilent en permanence. La pêche ne se développe pas. Pour quelle raison? Équipement. Il n'y a pas d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Des petits canots en bois, on ne peut pas développer la pêche comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut que la République réalise que si on prend 5-6 têtes bœufs, ça veut dire des véhicules tout-terrain, on peut facilement doter chaque département et côtier, on peut les doter d'un bateau de pêche réel qui se respecte et qui soit capable d'aller en mer et pour pêcher. Donc à ce moment-là, les agriculteurs qui avaient reçu une formation dans le domaine pourraient valoriser la formation reçue. Donc, mais si vous n'avez pas de bateau, c'est impossible. Maintenant, on utilise des véhicules et on les renouvelle et sans compter. Et vous avez des cortèges avec une file de véhicules et qui coûtent très cher des fois, notamment s'ils sont, comment on dit là, blindés. Oui. Donc, à ce moment-là, mais il n'y a pas d'équipement pour la production. Ça veut dire qu'on investit toujours dans la consommation. Et c'est ça la révolution à faire. Ça veut dire qu'il faut arrêter de jouer, il faut arrêter de s'amuser et comprendre que si on veut stabiliser la monnaie nationale, si on veut créer du travail et donner des emplois, si on veut couvrir les besoins essentiels de la population, il faut entrer dans la production. Pour entrer dans la production, ça prend des règles. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a jamais vu comment se fait la production d'organiser la production. Ce n'est pas possible. Donc ça prend des types qui s'y connaissent, ça prend un savoir-faire, ça prend un sérieux aussi. Parce qu'il faut que l'administration puisse fonctionner correctement. On ne peut pas demander aux parlementaires de nommer des directeurs dans les entreprises publiques et à l'ODVA ou dans n'importe quel organe. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous politisez de telles institutions qui sont fondamentalement des institutions à vocation technique, à ce moment-là, la charrue est avant les bœufs. Vous ne pouvez pas produire. Regardez ce qui se passe avec le riz. Tout le monde le dit tous les jours, sauf les autorités au pouvoir qui n'entendent pas, qui n'écoutent pas. Qu'est-ce qui se dit? C'est on importe
beaucoup de riz et de blé. On parle de 400 000 tonnes de riz. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'étais directeur de l'ODVA, on était arrivé à un moment donné où l'importation était minimum et on avait un plan pour envisager l'exportation. OK? On était en 1985. Maintenant, on n'est pas de 400 000, d'accord. Donc, ça veut dire on trouve de l'argent pour importer. Mais pendant qu'on trouve de l'argent pour importer, il n'y a pas d'argent pour investir. Alors qu'il y a des gens qui s'enrichissent dans les transactions relatives à l'importation. Donc les paysans vous disent, écoutez agronome, si le gouvernement était sérieux, ce n'est pas compliqué, de tout l'argent qu'on récolte à travers les importations, une fraction de ces fonds pourrait être consacrée à la production agricole et on aurait suffisamment d'argent pour encourager la production. Mais remarquez que le dire, c'est relativement simple. Le faire, c'est une autre chose. Mais s'arranger pour que ce soit bien fait, c'est encore une autre chose. On prend l'exemple du café. Maintenant, on n'est pas du café pratiquement. Pourquoi? Parce que depuis un siècle, on le dit dans ce pays, d'abord avec Edmond Paul, qu'il fallait détaxer le café, de faire à l'export au profit des producteurs. Quand vous avez un sac de café qui coûterait, par exemple, sur le marché international 100 $, le producteur avait une vingtaine de dollars et tout le reste était partagé entre intermédiaires, l'État, l'agro-exportateur et toutes sortes d'intermédiaires. Donc ça veut dire que quand on a détaxé en 1987 et sous pression de la Banque mondiale, ça veut dire que ce n'était pas la volonté politique nationale. Et on ne s'est pas arrangé pour que le produit de la détaxation aille aux producteurs. Ça veut dire qu'il y avait encore des intermédiaires qui, en cours de route, ont pu recueillir les bénéfices de la détaxation. Donc, ça veut dire que l'administration publique, c'est une science pratiquement, et il faut savoir ce que l'on fait et prendre des dispositions concrètes, cohérentes, pour avoir des politiques publiques consistantes et les faire appliquer. Et si elles ne sont pas appliquées, il faut des sanctions. Et quand elles sont appliquées, il faut des récompenses. Ça veut dire une administration qui ne punit pas, qui ne récompense pas, n'est pas une administration. Tout à fait. Mais vous avez dit que Haïti n'a pas su tirer avantage des contradictions à l'échelle internationale. Et puisqu'il est question d'avoir du financement également, pour pouvoir relever le niveau de vie de la population, quelles seraient les pistes de solution dans le cadre, par exemple, d'une coopération intelligente en pratique en Haïti? Coopération intelligente, intelligente est le mot à la mode maintenant. On parle d'agriculture intelligente, tout est intelligent maintenant. C'est ça. Le téléphone intelligent, tout est intelligent. Bon, on admet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Regardons les relations des États-Unis d'Amérique, partenaire traditionnel d'Haïti, avec la Chine continentale. Ça veut dire que ce serait deux pays en guerre économique pratiquement. Déclaré. Maintenant, Haïti, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'est arrangé pour tirer profit de cette guerre, des contradictions de ces deux géants? Il n'y a rien. On n'a pas de stratégie. Et on parle même de continuer avec Taïwan et au détriment de la Chine continentale en matière de coopération. Donc ça veut dire que, dans le monde actuel, au point de vue technologique, les deux grands géants sont les États-Unis d'Amérique et la Chine continentale au point de vue technologique. Donc, indépendamment des conflits entre ces deux géants, on a intérêt, comme petit pays, à avoir des relations privilégiées avec les États-Unis d'Amérique et avec la Chine continentale. C'est ça les intérêts supérieurs de la nation. C'est ça. Maintenant, pour le faire,
il faut avoir une stratégie, il faut avoir une politique extérieure cohérente, il faut qu'on soit capable non seulement de la diffuser, cette politique, il faut qu'on soit capable de l'enseigner, il faut qu'on forme les gens à ce sujet, surtout si vous parlez de diplomatie d'affaires, mais il faut donner un contenu à cette diplomatie, et un contenu réel. La continuité aussi. Exactement, et faire en sorte qu'on ait des diplomates de carrière. Ça veut dire, si c'est une plaisanterie, n'importe qui n'a pas réussi aux élections, qui sort du Parlement, il va dans la diplomatie. Okay? Donc, si on fait des torts pareils à la République, on ne peut pas espérer non plus créer du travail. Or, l'équation est très simple. L'équation, c'est quoi? Vous avez des revendications populaires qui augmentent chaque jour davantage. Vous avez eu une explosion sociale les 6 et 7 juillet derniers. Vous avez, tout le monde parle du 17 octobre qui va arriver, personne ne sait ce qui va se passer, mais quel que soit le cas de figure, les conditions objectives pour l'explosion sociale, elles sont toujours présentes. Si ce n'est pas le 17 octobre, c'est le 18 novembre. Si ce n'est pas le 18 novembre, c'est le 5 décembre. Ce sera toujours un autre jour. Parce que les conditions objectives sont là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour agir sur ces conditions objectives? On dit, on le répète, plusieurs personnes le font également là, il faut changer de système politique, économique, social dans ce pays. Ça prend du temps. Okay. Ça prend du temps, mais ça prend un début également. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part. Commencer quelque part, c'est par le dialogue national. Le dialogue national, il faut l'organiser correctement. Nous autres, nous parlons de conférence nationale souveraine, parce que même si vous ne faites pas de politique active, M. Payan, il m'excuse, et on ne peut pas rester à l'intérieur de la Constitution et prétendre changer la Constitution. C'est totalement farfelu parce que la Constitution elle-même, elle est dotée d'une procédure d'amendement. Tout à fait. Qu'il faut respecter. Et le Parlement et le Président de la République, ils ont juré de respecter la Constitution. Donc, comment vous allez faire pour mettre en place une assemblée constituante? C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous voulez rester à l'intérieur de la Constitution. Donc, nous autres, nous disons que si vous sortez de la Constitution, autant faire les choses qui devraient être faites de manière à refonder la nation. Ça veut dire c'est saisir l'opportunité pour refonder la nation. Donc, saisir l'opportunité veut dire que on se donne les moyens pour cette conférence nationale souveraine et à partir de là, mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir une constitution à notre mesure, pour avoir un système qui fonctionne, qui marche, et en même temps poser le problème du financement du développement national. Vous savez qu'il y a une étude, je ne me rappelle pas exactement les chiffres, mais c'était, je crois, au moment où on a élaboré le document de stratégie sur la croissance et la pauvreté. Okay? Il y a une phrase dans ce document qui dit que si on doit vaincre la pauvreté de masse, il faut compter environ une vingtaine d'années avec des taux de croissance de 2 chiffres. Donc, ça veut dire, si on est raisonnable pratiquement, chaque jour on s'enfonce un peu plus dans la pauvreté et les élites actuelles, elles portent cette responsabilité de n'être pas capables de freiner cette dégradation pour mettre le pays sur les rails. Et plus on attend, plus ça va se détériorer et à ce moment-là, plus le problème va se compliquer. Donc, ce qu'on risque, dans n'importe quel pays, c'est toujours le schéma. Quand les élites ne peuvent pas trouver de solution au problème, à ce moment-là, c'est le peuple qui prend la rue pour donner des réponses aux problèmes enregistrés. Donc, la dernière fois, je disais à mes étudiants, ça veut dire, si vous regardez la Constitution,
dans la Constitution, il y a tout un chapitre sur la souveraineté nationale. Et le chapitre sur la souveraineté nationale dit que le peuple, la nation, délègue ses pouvoirs aux trois pouvoirs, l'exécutif, législatif et judiciaire. Donc c'est une délégation que la nation donne. Maintenant, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, ils doivent mériter cette délégation et faire en sorte que l'objet de la délégation soit respecté. Donc, quand cela ne se fait pas, comme c'est le cas maintenant, ça veut dire que l'exécutif n'arrive pas à combattre la pauvreté, à freiner la dégradation de l'environnement, à faire fonctionner l'administration correctement, à répondre aux revendications populaires, etc., etc. Ça veut dire que la délégation que le souverain a donnée n'est pas efficace, n'est pas respectée. Donc, la conclusion, elle est simple, ça veut dire que ce qui a donné, quand on dit souvent, là où se trouve le mandant, le mandataire n'a pas sa place. Ça veut dire que le mandant, c'est le peuple souverain, et si le peuple est dans la rue, ce qu'il fallait éviter avant, mais si on ne l'a pas évité, le peuple est dans la rue, à ce moment-là, le mandataire n'a plus sa place. Donc c'est une reprise de la délégation de souveraineté qui avait été donnée aux trois pouvoirs. Donc vivre en société demande de comprendre comment fonctionne une société, et quand on le comprend, on réalise tout de suite qu'il y a un jeu logique et méthodique qui se fait entre les trois pouvoirs, et quand cet équilibre n'est pas respecté, on ouvre la porte à toutes sortes de surprises désagréables. Très bien. Mais alors, ce qu'il y a, effectivement, il y a le rôle des élites, il y a les mesures, je dis, nous sommes d'accord, des mesures d'ordre politique, mais aujourd'hui, c'est l'économie qui gouverne le monde. L'économie. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, chaque pays cherche à avoir sa part de marché, à être plus influent. Et en Haïti particulièrement, puisque nous parlons de financement du développement, faut-il de nouveaux impôts ou bien faut-il recourir à l'emprunt? On vous dit, recourir à l'emprunt aujourd'hui, c'est reporter un impôt pour le futur. Comment peut-on adresser ce problème pour que finalement nous puissions en principe envisager le pays autrement? Bon, définitivement, il n'y a pas beaucoup de choix. L'État n'est pas un producteur à part entière, ça veut dire qu'on doit recourir à l'impôt de toute façon. De nouveaux impôts? Ou améliorer ceux qui sont... Améliorer, augmenter l'assiette fiscale, de nouveaux impôts, tout ce que vous voulez, mais en même temps, c'est une équation à deux branches. Ça veut dire, de l'autre côté, il y a les dépenses. Pour que ça puisse tourner, les dépenses doivent être productives. Tout à fait. Pour que la population consente à faire des sacrifices pour augmenter la pression fiscale. Très bien. C'est ça la question. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? La sagesse chinoise vous dit que la politique commande l'économique et l'économique commande la technique. Ça veut dire que c'est quelque chose de très profond. Et parce que pour vivre en société, ça se fait sur base d'un contrat social. Tout à fait. C'est déjà politique. Oui. OK? Donc le contrat social, non seulement on doit le connaître, on doit le comprendre et on doit pouvoir l'appliquer. Pour augmenter les impôts, ça prend un modèle social de développement à l'intérieur d'un pays. Ça veut dire pour savoir où l'on va, on ne peut pas, comme faire de façon ponctuelle, s'amuser à augmenter les impôts à tort et à travers et espérer que ça va marcher et sans créer un cadre global, cohérent, qui puisse permettre à la population non seulement de combler et de satisfaire ses besoins, mais de répondre également à ses ambitions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrat social, c'est la première des choses.
il faut savoir quel modèle Mais de le société. contrat est là. Respecter les termes du contrat aussi. Définitivement. Et il faut, dès que vous vivez dans un système qui consacre l'impunité, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat pratiquement. Il n'y a pas de contrat. Parce qu'on ne peut pas appliquer le contrat, quel qu'il soit. Ouais, ça, c'est impossible de l'appliquer. Donc, il y a des préalables pratiquement à mettre en place pour que le système fonctionne. Reconnaître qu'on est en crise et permettre et corriger les dysfonctionnements de l'État et permettre que le système fonctionne. C'est la première des choses. Maintenant, quand le système est en train de fonctionner, on peut penser à l'améliorer. Tout à fait. Okay? Mais il faut qu'il fonctionne d'abord. Ça veut dire, si vous augmentez les taxes dans un système qui ne fonctionne pas, vous perdez du temps. Ouais, c'est du... Et le plus que vous pouvez faire, c'est taxer, comme on voulait le faire la dernière fois, les pauvres sans toucher les riches. Donc, pour avoir un système qui fonctionne réellement, il faut penser d'abord au modèle social souhaité, savoir comment on va faire la redistribution. Pour organiser la redistribution, il faut avoir produit. Ça veut dire qu'il faut avant avoir eu une production organisée. Pour avoir cette production, il faut investir. Très bien. Pour investir, ça prend des calculs, je ne peux pas dire très simples, mais ça prend une logique très simple, Une logique. à savoir qu'on ne peut pas dépenser l'argent public dans les dépenses de consommation exclusivement. Ce n'est pas possible. Et prioritairement, ce n'est pas possible. Ça voudrait dire, aujourd'hui, il y a des mesures qui doivent être prises de manière à émettre des signaux qui rassurent tout le monde. Qui rassure tout le monde. Si, par exemple, on prend le budget qui va arriver, ok, on ne sait pas quand il va arriver, mais on suppose qu'il va arriver. On a dit à fin d'octobre. Ok, on suppose qu'il va arriver. Fin d'octobre, ce serait Il y a quelques jours. excellent. Maintenant, le budget, on regarde le projet actuel. On se rend compte que le secteur politique, il a la part du lion, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment une réforme budgétaire en profondeur. Très bien. D'abord, en ce qui concerne l'allocation des ressources. Mais avant même l'allocation des ressources, il faut savoir comment créer les ressources de façon à pouvoir en profiter. Créer la confiance aussi. Exactement. Le système ne peut pas marcher sans confiance non plus. Donc, ça veut dire quoi? Innover en ce sens-là, ce n'est pas seulement, comme on le dit, on le répète couramment, recette-dépense. Recette-dépense. Et comme c'est une équation qui doit être balancée, donc il faut toujours penser à augmenter les recettes de manière à avoir des crédits pour les dépenses. C'est très logique. Mais ça ne suffit pas. C'est arithmétique. Ça ne suffit pas. Au point de vue gouvernance d'un État, ça ne suffit pas. Il y a deux autres facteurs à bien considérer. D'abord, il faut la recherche de l'efficacité. Vous pouvez dépenser 1 million à faire avec un taux de rentabilité de 2%. Un autre dépense 1 million avec un taux de rentabilité de 10%, ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Ce n'est pas la même chose. Donc c'est là qu'il faut innover, justement, de manière à comprendre qu'avec le peu de ressources disponibles, on doit bien allouer ces ressources pour pouvoir en profiter totalement. Donc, ainsi prend fin la 382e édition de la série Ouk Magazine, édition quel beau thème, exercice fiscal 2018-2019, quelle perspective économique pour Haïti? J'ai une invitation pour vous. L'invitation, c'est que le jeudi de cette semaine, jeudi 11, et que le MOPOD va organiser une rencontre à l'hôtel de Plaza, jeudi 11h du matin, pour présenter sa proposition de sortie de crise. Okay? Et dans cette proposition, on tient compte pratiquement de tout ce qui se dit à travers le territoire national, mais en même temps,
on fait l'effort de condenser tout ça, de résumer tout ça dans des choses très simples que tout le monde peut comprendre. Ça veut dire un État, pratiquement, ça se gouverne et il n'y a pas 36 façons de gouverner, il faut anticiper. Très bien. Donc, nous disons félicitations déjà au mon pod. Nous disons un grand merci à Agronome Victor pour sa disponibilité. Et à vous, nous disons à bientôt. Donc, Merci. merci.